Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 17 octobre 2018 et comme vous avez pu le constater hier, on a eu une séance américaine extrêmement positive, hein. La plupart des indices, enfin même les principaux indices américains ont gagné plus d'un pour cent, pardon, à chacun. On a même un Nasdaq 100 qui a pris 2,94 il me semble. Voilà, donc rebond important des marchés actions. On a notre fameux Disparity Index qui a donné notre signal d'achat officiellement à la clôture américaine. Donc voilà, c'est possible d'anticiper un retour proche des sommets historiques au minimum, je pense, sur les indices américains. Et voilà, on va voir lequel est le plus intéressant. Sinon, le focus du jour sera porté d'un point de vue macroéconomique sur les chiffres de l'inflation européens, que ce soit au Royaume-Uni en premier et ensuite en zone euro. Ce soir, il y a un dîner des 28 chefs d'État européens, dont Theresa May, hein, en amont du Conseil européen qui débutera donc demain et qui se terminera vendredi. Tout de suite, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Voilà, alors, briefing de l'activité, c'est assez light, hein, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé hier. Vraiment, ça a été assez flat. L'Italie, concernant l'Italie, alors, on a la Commission européenne qui a prôné mardi un dialogue sans préjugés avec Rome. Concernant les États-Unis, on a Donald Trump qui s'en est une fois de plus pris à la Fed en qualifiant la Banque centrale comme la principale menace actuelle pour sa politique. Et enfin, au Moyen-Orient, concernant l'Arabie Saoudite, on a le secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui s'est dépêché mardi en Arabie Saoudite et a affirmé que Riyad était favorable à une enquête approfondie sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Alors je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, le fameux journaliste saoudien qui était citoyen américain et qui n'est pas ressorti vivant de l'ambassade saoudienne à Istanbul. Concernant le résumé de la séance américaine et asiatique, excusez-moi, donc au niveau des indices américains, vous voyez qu'on a une belle clôture dans le vert. Tous les indices ont pris plus de 2%. Vous voyez, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000. Le Russell qui a beaucoup été affecté ces derniers temps. Voilà, donc on va voir dans un petit instant l'année technique du Russell qu'on n'a pas vraiment l'habitude de regarder. Au niveau du DXY, ouais, c'était plutôt flat, hein. Le 10 ans américain, 3,16%, donc les rendements américains qui se stabilisent en l'absence de nouveaux chiffres, pardon, qui viendraient inciter le marché à privilégier une accélération du rythme de hausse des taux de la Banque centrale américaine. Concernant le yen, ce matin, on a une toute petite hausse, le gold qui est dans le rouge, et le Nikkei et le Shanghai qui progressent et donc on voit qu'on a un appétit pour risque, de l'appétit pour risque pardon, qui se transmet en Asie et qui a donc de fortes chances à provoquer un rebond des marchés actions européens, d'autant plus que les marchés européens sont sur des supports importants, donc surtout le FTSE et le CAC 40 que nous allons voir dans un petit instant. Au niveau du calendrier économique, donc on peut voir 10h30 chiffre de l'inflation au Royaume-Uni. Ensuite, nous aurons à 11h les chiffres d'inflation en zone euro. Et ensuite, on peut voir comme d'habitude, comme tous les mercredis, les stocks de pétrole brut aux États-Unis à 16h30. Et enfin, 20h, minutes du FOMC. C'est le détail de ce qui s'est dit 3 semaines plus tôt lors de la réunion qui dure 2 jours, hein, du FOMC pour décider des taux. Voilà, donc minutes du FOMC qui sont attendues ce soir. Donc on passe sur les indices. On passe sur les indices. Voilà, j'écoute vos feedbacks. J'écoute vos feedbacks de l'enquête que vous m'avez, enfin des réponses d'enquête. Donc Brice, bonjour à vous. Raymond, que je salue également. Edgy, Rémi, bien le bonjour. Brice, alors Brice, question rien à voir. Vincent Gann est végétarien. Alors, eh bien écoutez, demandez-lui. Demandez-lui. Bonjour Loïc, mais je ne pense pas, hein. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous me demandez à moi, puisque voilà. Bon, revenons au vif du sujet. Donc, on a des indices européens plutôt dans le vert. Je pense que c'est dans ce sens qu'il faut se positionner. On a officiellement le Disparity Index qui a donné le signal d'achat. Rappelez-vous,
hein, en daily, si on ajoute un disparity index à 10 jours, disparity index à 10 jours, voilà. Disparity index, et on peut voir que hier, donc le 15 octobre, disparity 12,66. Ah pardon, on n'a pas eu le signal sur disparity index. On est en train de le faire actuellement. On est en train de le faire actuellement. Donc on attend la clôture, excusez-moi de m'être avancé. Donc on attend la clôture ce soir. Si un disparity index clôture sous 10, ça sera un signal d'achat pour les indices, que ce soit dans la priorité américaine, parce que le VIX c'est la volatilité implicite des marchés, des actions américaines du S&P 500, mais c'est également les indices européens qui sont énormément influencés par les ventes massives aux États-Unis. Dès qu'il y a un sell-off aux États-Unis, il y a généralement le sell-off également en Europe et en Asie, et du coup le rebond se propage. C'est en Asie, aux États-Unis, mais c'est également en Europe ou en Asie. Ah, d'accord, je viens de comprendre donc Brice, hein, qui nous dit vegan, Vincent Gann, vegan. Donc c'est une blague, voilà. Bon, écoutez, elle était pas mal, je vous avoue, mais bon. Écoutez, j'aurai le plaisir de lui faire, et je signerai cette cette blague à votre nom, mon cher Brice. Donc pas de signal officiel de notre disparity index, puisque la séance, vous voyez qu'on est en train de passer sous 10, mais c'est de l'intraday. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on ait la clôture ce soir du disparity index, de l'écart du disparity index sous 10. Et voilà, on aura officiellement notre signal d'achat. Mais on voit que regardez le CAC 40, on a une oblique avec de nombreux points de contact. On a le rebond, bon, on a une petite excursion, vous voyez, lundi, mais rien de bien méchant. Donc voilà, l'oblique qui tient, FTSE, c'est pareil, on a une oblique qui tient assez bien. On regarde sur les indices américains, S&P 500, pareil, une oblique de plus court terme avec la moyenne mobile à 200 jours, enfin 200 séances, pardon. Le Dow Jones, c'est pareil, oblique, moyenne mobile. Donc vous voyez, on a une zone ici de support où on doit avoir quand même pas mal d'acheteurs qui doivent se manifester. D'ailleurs, on le voit, hein, puisqu'on a eu un rebond assez important. Nasdaq 100, pareil, moyenne mobile et cette oblique haussière. Voilà. Et le Russell dans une position un petit peu plus délicate, comme on peut le constater. On va essayer de chercher une oblique intéressante. Donc celle-ci, non, ça ne va pas. Celle-ci, ça ne va pas. Voilà, donc pour le moment, je n'en vois pas réellement d'oblique. Donc il n'y a pas d'oblique. Il n'y a pas d'oblique, mais bon, le Russell 2000 qui rebondit, hein. Enfin, de toute façon, les 4 indices américains qui sont particulièrement corrélés, hein. Donc si on a un rebond du S&P, un rebond du Nasdaq, c'est pas parce que le Russell 2000 est composé de small caps qu'il n'y aura pas de rebond également. Encore une fois, dès qu'il y a un sell-off, dès qu'il y a une vente massive, euh, le rebond se propage sur, généralement, je parle bien, l'ensemble des marchés actions aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Voilà, donc regardez par exemple, le flash crash, ça s'est fait sur tous les indices américains et on a eu le rebond par la suite. Le scandale Facebook a provoqué un crack, voilà, un moins 5%, ça s'est également fait sur le Russell 2000. Pourtant, Facebook n'est pas dans le Russell 2000. Donc voilà, on a globalement des indices qui sont influencés. C'est pas du tout les mêmes composantes entre le Russell 2000 et le S&P, puisque le S&P c'est des large caps, des grosses capitalisations boursières, pardon, alors que le Russell 2000 c'est des petites et moyennes. Mais au final, ils sont tous les deux voilà, corrélés. Maintenant, il faut savoir que il y a une certaine surperformance entre les deux indices qu'on peut euh, anticiper grâce à la force relative, enfin grâce à la tendance pardon du DXY. Les small caps sont pas font la plupart de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, alors que les large caps sont surtout, ils font surtout, non, c'est pas surtout, mais ils font quand même pas mal de profits à l'international. De ce fait, la tendance du dollar a un impact sur les profits des entreprises, des multinationales américaines.
Donc la tendance du dollar aura une influence, une certaine influence quand même sur la surperformance du S&P sur Russell 2000. Donc si je mets un DXY ici, alors je vais plutôt mettre pardon la force relative, donc SPX Russell 2000. Voilà, donc là on a la force relative S&P Russell 2000 et on va superposer avec le DXY. Alors pardon, je vais faire l'inverse plutôt, Russell 2000 S&P. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà. DXY que nous allons mettre en vert, le dollar, le greenback. Voilà, le dollar. Qui dit hausse du dollar dit un Russell 2000 qui va surperformer. Et à l'inverse, qui dit baisse du dollar dit Russell 2000 qui va sous-performer le S&P 500. Donc, votre analyse du dollar vous permettra d'optimiser votre exposition sur les marchés américains. Si vous êtes plutôt bearish DXY et donc bullish euro, hein, parce que l'euro, hein, c'est la devise qui a la plus importante influence dans le DXY, puisque l'euro c'est 56%. Hein. Je rappelle que le DXY c'est un indice. Hein. C'est comme on va dire le Dow Jones. Dow Jones c'est un indice action. Donc il y a des actions dedans. Le DXY c'est un indice devise, c'est-à-dire que dedans il y a un panier de devises. En soi le DXY ça n'existe pas. D'accord, c'est vraiment un indice. Vous pouvez pas aller à la banque et dire j'achète du DXY, vous voyez. Enfin c'est du dérivé, c'est un indice. Ça n'existe pas à proprement dit, alors que vous pouvez très bien échanger de l'euro face au dollar, vous voyez, ou de l'euro face au yen, ou peu importe. Mais le DXY, il faut bien comprendre que c'est un indice, c'est comme un indicateur finalement, c'est comme un VIX. Voilà, un VIX, c'est pas, vous voyez, c'est pas physique, ça peut pas s'acheter, enfin, ça peut pas s'acheter à part sous format dérivé pour de la spéculation, pour se protéger de son portefeuille. Bah là, c'est pareil, le DXY, c'est un indice, c'est un indicateur. Donc voilà, si le DXY est baissier, on va plutôt privilégier l'achat S&P, puisqu'on voit que s'il est baissier le DXY, eh bien on a le Russell 2000 qui sous-performe le S&P 500. Donc voilà, tout dépend de votre analyse du DXY. Moi, vous savez que le DXY, j'ai plutôt une perspective baissière. Pourquoi? Eh bien déjà, parce que si on regarde, on revient pardon sur TradingView, si on regarde nos différents indices dollars, donc déjà, voilà, DXY, triangle descendant, DXY avec du yuan, triangle descendant. Et enfin, notre dollar équipondéré, bon lui, il est plutôt neutre. Il est plutôt neutre. Il est plutôt neutre. Et d'ailleurs, en 4 heures, regardez, on a un rebond, je pense qu'on peut s'attendre en intraday. Enfin bon, on va revenir un tout petit peu plus tard, on fait les indices et ensuite on revient sur le Forex. Mais donc voilà, le DXY et le DXY avec du yuan, plutôt perspective baissière parce qu'on est dans des triangles descendants, donc on a plus de chances d'y sortir par le bas. En plus, dans les émergents, la situation s'améliore. Si on regarde l'USD-TRI, on est à un plus bas de 2 mois sur l'USD-TRI, donc la livre turque, ouais, qui arrive à faire pression sur le dollar. Donc un regain de confiance sur les émergents, à part sur la Chine. Regardez, là on a un triangle descendant. Par contre, sur l'USD-CNH, on a un triangle ascendant. Voilà. Donc à part le CNH, les émergents, enfin la confiance dans les émergents s'améliore. Regardez l'USD rouble. USD rouble, depuis la crise de la livre turque, c'était à ce moment-là. Et là, on a eu une autre, une autre crise, mais vous voyez que c'est baissier. USD BRL, donc c'est le réal brésilien, baissier depuis la mi-septembre. Et enfin, USD Tsar, baissier depuis début septembre. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a. On a une parfaite épaule tête-épaule. Alors, on peut pas parler d'épaule tête-épaule, pardon, tant qu'elle n'est pas confirmée. Tant qu'on, comment dire, on n'a pas de clôture sous cette ligne de coup. Mais si on a la clôture sur la ligne de coup, on pourra donc parler d'épaule tête épaule et ce sera possible de s'attendre à une correction importante. Donc on voit quand même, on a une situation sur le FX, sur le Forex, on a un regain de confiance dans les émergents, ce qui nous indique que le marché finalement les investisseurs revendent peu à peu leurs dollars qu'ils avaient achetés en août jusqu'à début septembre pour voilà, à cause de la volatilité, à cause des craintes notamment provoquées par la crise de la livre turque.
Donc voilà, les investisseurs revendent petit à petit leur dollar malgré les hausses des taux de la Fed grâce à des politiques monétaires des banques centrales qui se durcissent. Je vous rappelle, les banques centrales des pays émergents n'ont pas le choix que de remonter leurs taux lorsque la Fed le fait également pour éviter les sorties de capitaux, ce qui pourrait provoquer une flambée de l'inflation, comme on a pu voir, voilà, comme on peut voir dans différents pays. On le voit en Turquie, on a une inflation qui est à 25%, il me semble. Voilà, on a des inflations qui sont très très importantes lorsque on a des hausses des taux de la Fed, parce que finalement, les actifs en dollars, enfin libellés en dollars, deviennent beaucoup plus intéressants, notamment les obligations américaines. Et finalement, le ratio, on va dire, risque-rendement devient donc plus intéressant sur les bons du trésor américain lorsque la Fed remonte ses taux, plutôt que d'investir sur des émergents. Donc c'est pour ça que finalement, dès qu'on a des hausses des taux de la Fed, les investisseurs ont tendance à vendre leurs actifs dans les émergents parce que les obligations, comment dire, les bons du trésor américain deviennent beaucoup plus attractifs. Pas plus attractifs que les émergents, mais on va dire ce ratio risque et rendement devient s'améliore euh, au, euh, aux États-Unis, est en faveur des États-Unis. Donc les banques centrales des émergents n'ont pas le choix que de remonter leurs taux lorsque la Fed les remonte également. Donc pour le moment, les banques centrales des émergents remontent leurs taux. Et voilà, donc on a un regain de confiance de la part des investisseurs. Ça évite les sorties de capitaux finalement. Donc les émergents, situation qui s'améliore. Et ça, c'est important quand même. C'est important, ce qui note quand même une perspective plutôt négative sur le dollar. Voilà, il manque simplement un signal baissier sur du moyen terme, chose que nous n'avons pas pour le moment. Donc, excusez-moi, je reviens sur les indices. Nasdaq, un retour, voilà, à 7007. Je vous rappelle qu'on est au tout début d'une saison des résultats on commence, pardon, les résultats dans la publication des résultats des entreprises américaines. Netflix qui a publié ses résultats hier avec des très bons chiffres qui ont dépassé les attentes. Rapidement, on va regarder ce qui a été publié, ce qui a été annoncé. Pour cela, voilà, j'ai retweeté un tweet de LiveSquawk. Donc EPS, earning per share, donc bénéfice par action, 0,89 cents. Revenu 4 milliards de dollars. Le plus important, c'est finalement ce chiffre. Total streaming net addition, donc le nombre de nouveaux comment dire abonnés à Netflix, 6,96 millions lors du dernier trimestre, alors qu'il y avait une prévision de 5 millions. Et en international, et vous voyez, dont la partie internationale, c'est 5,87, avec une prévision de 4,35. Donc, Netflix arrive à se développer à l'international. Si vous voulez, en ce moment, on a quand même une grande partie des, euh, des utilisateurs de Netflix qui sont américains, mais voilà, on a Netflix qui développe de plus en plus sa part d'utilisateurs internationaux, ce qui va lui permettre beaucoup plus de stabilité et de croissance à terme. Et au final, on a une part d'acquisition d'utilisateurs qui augmente plus rapidement que ce que prévoit le consensus des analystes, ce qui est bon donc pour Netflix. Netflix qui m'ont dit 40% post-marché. Voilà, parce que ces résultats ont été publiés après la fermeture des marchés américains. Et si on regarde enfin les échanges électroniques, Netflix qui bondit de 40%. 40% sur une capitalisation boursière de 153 milliards de dollars à la fermeture des marchés. Donc vous faites le calcul, 150 plus fois 1,4, ça fait quand même beaucoup de nouveaux capitaux pour Netflix. Rapide, on fait un petit calcul, voilà, 153 fois 1,4 égale 214 milliards de dollars Netflix. Il y a à peine un an, ça valait moins de 100 milliards, hein, pour information. Donc voilà, Netflix c'était le premier mastodonte technologique à publier ses résultats. Ça commence plutôt bien. Et le focus, hein, vraiment, donc vous savez que c'est tous les mastodontes. On va avoir Nvidia, on va avoir du Microsoft, du Google, mais surtout le plus important, c'est Apple et Amazon. Est-ce que Apple va réussir à vendre plus de téléphones que ce que prévoient les analystes? Et est-ce que Amazon eh bien, va accélérer sa diversification
parce que je vous rappelle, Amazon, ce n'est pas qu'un site marchand, c'est également un hébergeur web. Ça va devenir probablement une banque à terme. C'est également un espace publicitaire. Les entreprises investissent de plus en plus dans les espaces publicitaires Amazon plutôt que de Google. Donc voilà, Amazon, ce n'est pas qu'un site marchand, ça devient vraiment un groupe qui se diversifie énormément et c'est cette diversification que le marché va surveiller. Et également les bénéfices. Également les bénéfices. Donc voilà, Apple, Amazon, ça va être très très important. Ce n'est pas cette semaine, mais en tout cas, Netflix donne, comment dire, début de ce bal des mastodontes technologiques quand même très très bien. Voilà, donc Nasdaq en hausse, on vient viser les sommets. Je vous rappelle qu'on est dans bon la première quinzaine d'octobre, ça a été assez compliqué, mais je vous rappelle que le mois d'octobre, novembre et décembre, c'est enfin octobre-novembre surtout, c'est les deux meilleurs mois de l'année avec janvier, avec janvier. Donc voilà, statistiquement, je parle bien statistiquement, c'est les deux meilleurs mois. Donc ça c'est un facteur en plus qu'il faut prendre en compte un facteur qu'il faut prendre en compte. Et moi, enfin, honnêtement, si d'ici la fin d'année, vous voyez, dans 2 mois, le 17 décembre, on est à 8000 points, je ne serais vraiment pas choqué. Je ne serais vraiment pas surpris que le Nasdaq soit à 8000, 8000 avant la fin de l'année. Voilà. Donc, premier objectif, 7690. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher les 8000 points. S&P 500, pareil. On vient chercher le récent sommet historique à 2941 points. Vous voyez que là, on a fait le breakout d'un de ces supports. La prochaine résistance intermédiaire, c'est 2872. Mais il n'y a pas de raison que le S&P baisse sous ce niveau de prix, enfin bute sous ce niveau de prix, à part si, encore une fois, Apple et Amazon ou Amazon publient des résultats décevants. Dans ce cas-là, ça remettrait clairement en cause. Mais encore une fois, le meilleur moteur des marchés américains, c'est quoi? C'est les résultats des entreprises. Voilà. C'est les résultats des entreprises. C'est pas parce qu'il y a une hausse des taux qu'on va forcément avoir un crack des marchés actions. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais essayer de compiler un petit peu toutes les séries de hausses des taux de la Fed et superposer avec la performance du S&P. Donc, depuis le début de hausses des taux de la Fed jusqu'à la fin du cycle de hausses des taux, voir un petit peu ce que le S&P a fait. D'ailleurs, on peut voir ça rapidement. On va faire ça rapidement, très très rapidement. Donc, Fed effective Fed Funds Rate mensuel. D'accord, euh, donc 2016, là on est en 2012, 2008. Voilà. On va essayer de superposer avec un S&P. Voilà, S&P en rouge, Fed Funds Rate en noir. Et vous voyez par exemple ici, hein, c'est pas parce qu'on a eu une hausse des taux de la Fed, hein, quand même une hausse des taux importante, puisque les taux effectifs sont passés de 1 à 5%. C'est quand même assez pas mal, c'est quand même assez important, pardon. Et pourtant, S&P, vous voyez, on n'a pas eu de crack. On n'a pas eu de crack, à part ensuite en 2007-2008, où la Fed a été obligée d'arrêter son cycle de hausse des taux et même les baisser. Et voilà. Mais vous voyez que c'est pas parce qu'on a un cycle de hausse des taux qu'on va forcément avoir un crack. Pareil ici, regardez, 99, alors 99 jusqu'aux années 2000, on a des hausses des taux de la Fed et vous voyez que c'est pas pour autant qu'on a une baisse du S&P. Là, pareil, Fed Funds Rate en hausse, S&P en hausse. Alors vous voyez que ça n'empêche pas les cracks. Là, on a eu le choc pétrolier 87, mais c'était un facteur externe. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on a hausse des taux qu'on va forcément avoir un crack. Après, c'est clair que ça impacte un petit peu la, la, les coûts des entreprises, puisque qui dit hausse des taux de la Fed dit des obligations, un marché obligataire d'une façon globale, hein, qui va se tendre, et donc les entreprises vont emprunter sur les marchés à des taux d'intérêt plus élevés. Et il faut savoir que l'économie américaine se emprunte, enfin comment dire,
empruntent davantage sur les marchés que via les banques. Voilà, ça faut le savoir. L'économie de marché et les obligations, le marché obligataire aux États-Unis est plus important que le marché bancaire, ce qui n'est pas le cas en Europe. En Europe, on a beaucoup plus d'emprunts bancaires que d'emprunts obligataires via les taux d'intérêt. Alors Philippe qui nous dit bonjour. Alors bonjour Philippe, peut-on faire un lien entre la volatilité et le VIX sur indice graphiquement? Alors non, il n'y a pas de lien. Volatilité comme l'ADI, comme l'ATR ou les bandes de Bollinger, ça c'est la volatilité en termes de prix. Le VIX c'est la volatilité implicite. C'est la volatilité sur les actions des entreprises du S&P 500. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Pour ma part, boule DXY vers 97 de la part de Hedgy. Alors, on va voir ça dans un petit instant. Voilà, donc là, c'est des questions DAX. Bonjour, salut Valentin. Alors, bonjour à vous, Louis. Tu as déjà fait une analyse du DAX? Alors, non. Je commence tout juste sur les indices européens. Donc, on commence comme d'habitude sur l'Eurostoxx 50 qui, vous pouvez voir, est dans le vert, plus 0,24%. On a même un gap haussier. Un gap haussier, c'est une information plutôt positive. Ça me fait penser un petit peu à un bottom island pour le coup. Donc, c'est l'inverse d'un top island. C'est tout simplement une figure de retournement séparée par deux gaps. Le gap baissier, on appelle souvent ça ce type-là, ce gap de d'essoufflement qui arrive en fin de tendance. Et là, breakaway gap, c'est gap de rupture qui marque un début de tendance. Donc là, vous voyez top island, gap, retournement, gap. Là, c'est midway gap. Le midway gap, c'est le gap qui arrive, qui généralement est à mi-temps, au milieu du mouvement. C'est-à-dire que dès que vous avez ce gap qui arrive en plein milieu de tendance, ça vous donne une information comme quoi qu'on a fait probablement la moitié du mouvement. Donc en fait, ça permet d'avoir un objectif théorique. Vous prenez du coup du gap au gap et vous reportez du bas du gap. Donc tac tac. Voilà, du bas du gap. Alors top jusqu'au gap. Voilà, j'ai mal fait. Là ensuite on a le gap de milieu de tendance et ensuite vous reportez cette distance en bas du gap et vous avez un objectif ici. Voilà, donc là on a un gap pareil, ça indique qu'on est vraiment dans un regain de momentum et voilà, d'ailleurs en une heure, comme on l'avait souligné hier, on avait des divergences. On avait des divergences. Divergences validées puisque déjà on passe au-dessus de cette résistance du gap, cette résistance pardon de la divergence qui est ici, vous voyez la résistance 40, mais on passe également au-dessus de 50, c'est-à-dire qu'on est dans un momentum qui est dorénavant bullish. Et donc là, concrètement, on peut venir chercher une correction de au moins 50% de retracement de cette tendance, même si je pense qu'on va aller quand même beaucoup plus haut. Donc premier objectif 3316, 50% c'est toujours un pivot assez important dans une tendance, voilà 50% de retracement. Mais voilà, je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut. Mais premier objectif court terme 3316 points. 3316 et vous voyez que la prochaine résistance vraiment majeure sur l'Eurostoxx 50 c'est cette oblique baissière, donc c'est vers les 3450 points. Sur le CAC 40, donc on a cette fameuse oblique, on a le rebond et voilà pareil, hein, on n'a pas de gap pour le coup. Ah mais c'est parce que j'ai pas mis là j'ai mis le futur, donc voilà, donc là si je mets le prix cash, vous voyez qu'on a le gap, pareil, et donc on peut venir chercher un retracement de 50%, c'est-à-dire revenir en fait au sommet de 2015. Sommet 2015, c'est une résistance quand même assez importante, c'est les 5300 à peu près, vous voyez 50%, 5300. Donc là on a une zone de résistance, nous avons une zone de résistance juste ici, 5300 points. Premier objectif, ça ne veut pas dire qu'il faut shorter ce niveau de résistance. Ça, c'est l'objectif, on va dire, le premier objectif à court terme. Et en une heure, pareil.
on a la divergence et, pardon, breakout de la divergence et aussi de 50. Donc ça y est, là, on repasse dans un momentum haussier. Et donc, premier objectif, comme je vous l'ai dit, 5300. Puis viendra ensuite les 5450 points. DAX, identique, hein, rebond du DAX. Rebond du DAX, même si sa configuration technique est un petit peu plus, comment dire, fragile, hein. Fragile, donc voilà, DAX dans un canal baissier et gap haussier, pareil, gap haussier. Et donc là, on voit qu'on teste une résistance puisqu'on a 11 150, c'était l'ancien support de septembre. Mais voilà, dans l'idée, si le CAC progresse, si le CAC continue à progresser, il n'y a pas de raison que le DAX continue à buter sous cette résistance. Donc on vient chercher les 12 000 points dans un premier temps, mais c'est clairement possible d'aller chercher le haut de ce canal. Voilà. Donc aux alentours des 12 100. Voilà, donc 12 100 à court terme, ça va pas être dans la journée, mais d'ici quelques séances. Avec l'Italie et le Brésil, faut-il privilégier le CAC ou l'Eurostoxx 50? Alors il n'y a pas vraiment d'indice à privilégier entre les deux. Il faut savoir que le CAC surperforme l'Eurostoxx. L'Eurostoxx, c'est 35% de actions françaises qui sont également dans le CAC 40. Donc si vous regardez la corrélation entre le CAC et l'Eurostoxx 50, c'est quasiment identique. C'est quasiment identique. Donc voilà, ça revient un petit peu à la même chose. Ensuite, c'est à vous de voir lequel vous préférez, mais honnêtement, entre le CAC et l'Eurostoxx, c'est quasiment pareil. C'est quasiment pareil. Il faut savoir que dans l'Eurostoxx 50, il y a à peu près 35% de sociétés françaises qui sont également dans le CAC 40. Il y a environ 30% de sociétés allemandes qui sont également dans le DAX, et le reste, ça va se partager entre des sociétés espagnoles, des sociétés italiennes, de Belgique et des Pays-Bas. Voilà. Donc concrètement, on a 35% de Français, 30% d'Allemands et donc le reste, donc 35-30, ça fait 65, ça fait pardon du 35% du reste de la zone euro. Donc voilà, concrètement, c'est l'Eurostoxx 50, c'est le CAC 40, presque. En tout cas, c'est le CAC 40 qui influence le plus l'Eurostoxx 50 sur du long terme, puisque c'est les valeurs françaises qui sont les plus présentes dans cet indice. Donc voilà, bullish sur les marchés actions en intraday. Je vous rappelle les baromètres à suivre, hein, parce que plus que le VIX, il y a également le spread BTP Bund qui est à surveiller. Actuellement, il est à 292 points, donc on a une baisse de ce spread, ce qui est bon pour l'euro, ce qui est bon de manière générale pour les actifs européens, que ce soit le marché obligataire, le marché actions ou l'euro, tout simplement. Donc baisse de ce spread, ce qui nous indique que le marché regagne confiance dans les actifs italiens, puisque vous voyez que le 10 ans italien perd 1,13%, celui allemand en perd 3,43, sauf que celui allemand perd un point de base, alors que le 10 ans italien en perd près de 4. Donc ça permet de réduire ce différentiel de rendement. Maintenant, il faut garder à l'esprit qu'on est quand même dans une tendance haussière. Moyenne mobile à 20 jours haussière, on est au-dessus du nuage. Moyenne mobile à 200 haussière, moyenne mobile à 50 haussière. Donc voilà, on a une correction de ce spread, mais on reste dans une tendance qui est haussière. Et d'ailleurs, regardez ce spread, il est dans un pseudo-canal, même si voilà, je l'ai pas tracé, je l'ai pas bien tracé. Je l'ai pas bien tracé puisque normalement, je devrais utiliser une parallèle. Voilà. Ouais, donc on est quand même orienté à la hausse, que ce soit graphiquement ou de par nos indicateurs. Sauf qu'à court terme, on a voilà, une correction de ce spread, ce qui ne veut pas dire que la situation en Italie est terminée. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite, alors je vous invite à prendre une capture d'écran ou alors je vous enverrai cette image. Mais donc là, la prochaine date, c'est le 22 octobre. 22 octobre, la Commission européenne demande des consultations avec le pays pour des changements s'il y a besoin de changements. Et s'il y a une absence de réponse, Bruxelles fera une demande officielle de modification du budget. Il renverra ce budget à Rome pour une modification le 29 octobre. Et entre le 22 et le 29 octobre, on a l'agence de notation Standard & Poor's qui réévaluera la note souveraine de l'Italie.
qui réévaluera la note souveraine de l'Italie. Et voilà, ça peut être également un catalyseur qui pourrait tendre le marché obligataire ou au contraire l'améliorer. Il y a peu de chances que ça améliore, mais en même temps le tendre, voilà, il n'y a pas vraiment de spéculation là-dessus, je pense. Donc voilà, donc prochaine date butoir, c'est le 22 octobre. La Commission européenne demande des consultations avec le pays. On passe sur le FX. Donc sur le FX, vous voyez qu'on n'a pas vraiment de tendance ce matin. NZD en hausse, CAD, euro en baisse, mais bon, c'est très très léger. Le gold en légère baisse, le pétrole en légère hausse. Voilà, on n'a pas de volatilité hein, sur le forex et sur les commodities pour le moment. Notons, pardon, notre indice dollar équipondéré. Si on se met en une heure, on a une divergence haussière. Voilà, je vais enlever les indicateurs pour y voir un petit peu plus clair. Mais regardez, creux, creux, de plus en plus haut. Et dans le même temps, creux, creux, de plus en plus bas. Donc ça, c'est une divergence qui est en faveur d'une hausse. Surtout qu'on a le cassure de la résistance, de la divergence, qui est à 51, donc au-dessus de 50. Donc ça y est, là, on a la validation de la divergence haussière, ce qui nous permet, enfin, ce qui nous suggère en tout cas qu'on aura un rebond, enfin, qu'on pourrait avoir un rebond, ça augmente les chances d'avoir un rebond du dollar à court terme. Là, on est sur du day trading, on est sur du horaire, notre indice dollar équipondéré. Donc, c'est vraiment pour du day trading. Hausse dollar en intraday à privilégier en raison de cette divergence. Le franc suisse, pareil, on n'a pas eu la divergence en 4 heures qu'on avait remarqué hier. Rappelez-vous, hier, on avait cette divergence, sauf que voilà, on n'a pas eu le rebond. Donc, pour le coup, c'était un faux signal. Vous voyez que les divergences, c'est pas un indicateur magique, mais sur le CAD, ça a très bien fonctionné hier, et également sur le GBP et l'euro. Mais bon, ça peut pas fonctionner à tous les coups, mais en tout cas en horaire. Regardez le franc suisse, baisse, hausse. Donc là, on a une divergence. Si on dépasse 50, signal haussier. Sur le GBP, donc le GBP, on a eu cette divergence. Donc c'était sur du 4 heures qu'on l'avait noté, il me semble. Non, c'était sur du horaire. Divergence du 15, vous voyez, au 16 octobre. Et voilà, ça avait été validé et on a eu ce rebond. Là, pour le moment, on n'a rien. Vous voyez qu'on a un RSI qui est flat, vous voyez, qui consolide autour de 50 depuis hier 17 heures. Donc, il n'y a rien à faire. On va dire le GBP à court terme consolide. L'euro, momentum baissier à court terme. Alors, si on commence sur du 4 heures, ouais, le momentum est baissier. On casse cette oblique de momentum, ce qui est un signal baissier également. Et donc voilà, on va s'attendre à une correction de l'euro, d'autant plus que le dollar progresse. Donc voilà, baisse de l'euro à s'attendre en intraday. Je vous rappelle qu'on a deux catalyseurs. Aujourd'hui, on a l'IPC du Royaume-Uni à 10h30 et l'IPC de la zone euro à 11h. Donc voilà, prenez ces informations en compte pour vos stratégies euro ou GBP d'intraday. Parce que dans moins d'une heure, nous aurons les chiffres d'inflation britannique et dans moins d'une heure et demie, nous aurons les chiffres d'inflation de la zone euro. L'AUD, en 4 heures, on a une résistance de momentum. La voici, 58. On a même un triangle finalement, petit triangle ascendant. Donc voilà, là, le breakout normalement se fait par le haut, enfin généralement, statistiquement il se fait par le haut. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de breakout par le bas. On a plus de chances que ça se fasse par le haut. Mais bon, faut pas exclure la probabilité d'avoir un rebond une sortie par le bas. Et si on a une sortie par le bas, signal baissier jusqu'au plus bas, vous voyez, au récent plus bas, tout simplement. Donc AUD à surveiller. Le NZD qui continue son rebond, toutefois en une heure. Regardez ce que nous avons, cette magnifique divergence. Donc si on passe sous 50, signal baissier pour le dollar néo-zélandais. Si ce RSI horaire passe sous 50, signal baissier. Concernant le Yen Index,
Le yen index, donc on a une divergence qu'on avait remarqué hier. Et voilà, ceux qui ont vendu le yen hier, eh bien écoutez, ça a été plutôt bon, je pense, pour vous. Et même si on n'a pas eu un sell-off, hein, mais bon, ça a été en baisse. Les paires en yen qui ont progressé, donc le yen qui a baissé. En horaire, on n'a pas vraiment de signaux. On a RSI qui rebondit, mais il reste sous 50. On n'a pas de divergence. Voilà, donc le yen, je suis neutre en intraday. Je suis neutre en intraday. Et pardon, j'ai oublié le CAD. Le CAD, donc en 4 heures, on avait cette divergence qu'on a pu, voilà, qu'on avait indiqué dans le webinaire d'hier. Vous voyez, divergence, et on a eu le rebond. Breakout, ça y est, rebond. Donc là, le CAD, c'est parti pour une nouvelle hausse de court terme. On n'a pas de signaux baissiers. RSI au-dessus de 50. On a un RSI qui a certes baissé, ça s'appelle une respiration de momentum, mais tant qu'on se maintient au-dessus de 50, le momentum reste bullish. Donc le CAD, c'est bull. C'est bull. Donc face au NZD, ça pourrait être intéressant. C'est pas le moment de shorter le NZD parce que le prix est haussier et le momentum reste haussier. Il est au-dessus de 50 le momentum, hein, donc il reste bullish. Par contre, si on a une baisse du momentum sous 50, on pourrait avoir un signal baissier du NZD. Et nous, de ce fait, le NZD CAD sera intéressant à shorter. Mais pour le moment, encore une fois, c'est pas le moment, on n'a pas de signaux baissiers. À part cette divergence, on n'a aucun signal baissier. AUD neutre, comme je l'ai dit, euro baisse. Voilà, donc euro CAD en faveur d'une baisse à court terme. GBP, ça consolide. Franc suisse, on peut s'attendre à un rebond. L'USD, perspective haussière. Perspective haussière. Donc, EuroCAD, voilà, je pense qu'on peut s'attendre à une baisse à court terme. On peut s'attendre à une baisse. RSI, vous voyez, qui est sous 50 en 4 heures, sous 50 et qui corrige, je pense, 50% de cette tendance, peut-être près de 50%. Donc voilà, si on a le breakout des 50%, on ira chercher les 1,4818. 1,4818 qui est le prochain niveau de support. L'Euro4 qui, d'un point de vue des différentiels des taux entre le Bund et le 10 ans canadien, devrait se creuser puisque le Bund, le Bund est stable à 0,50% à peu près. Enfin, il tourne autour des 0,50 alors que le 10 ans canadien va progresser puisque la semaine prochaine, nous avons nous avons la décision des taux de la Banque du Canada. Il y a une hausse des taux qui est attendue. Même si elle a déjà été pricée, ça devrait continuer à tendre le marché obligataire canadien. Et donc le différentiel entre le 10 ans canadien et le 10 ans allemand va s'écarter, va augmenter ce différentiel de taux, ce qui donne une force relative au Canada, au dollar canadien. Donc l'euro-CAD, perspective baissière sur du moyen terme. Et à court terme, je pense qu'également on peut s'attendre à une baisse. L'euro-dollar, je m'attends plutôt à une baisse en intraday puisque on l'a vu, hein, notre perspective à court terme de l'euro équipondéré est plutôt baissière, alors que notre perspective du dollar équipondéré à court terme est plutôt haussière. Donc euro-dollar, je ne serais pas surpris si on revient au pivot hebdomadaire, donc à 1,1538 en intraday, ce qui fait une baisse d'un peu plus de 20 pips, depuis le prix actuel. Si on passe sous pivot hebdomadaire, alors ce qu'il faudra faire, c'est voilà, utiliser le retracement de Fibonacci, 50%, 1,1520. Donc ça fait 40 pips pardon, depuis le prix actuel. Donc, perspective baissière pour l'euro-dollar. En journalier, vous voyez, pivot hebdomadaire, support quand même important. Donc voilà, support important à 1,1530 à peu près. Alors, je réponds aux questions pour ma part. Boule DXY vers 97. Alors DXY est actuellement 94,71. En horaire, qu'est-ce que nous avons techniquement? Alors déjà en 4 heures. Je vais enlever le canal de Donchian. Je vais faire un petit peu de... Voilà. Non, c'est bon. En 4 heures, on a une divergence. Regardez. RSI qui rebondit, donc momentum qui rebondit. Prix qui est à plat. Enfin, un plat même en petite baisse. Voilà, donc rebond de momentum, ce qui pourrait précéder un rebond du prix. C'est pas parce qu'on a un rebond du momentum qu'on a un rebond du prix, mais ça augmente les chances.
Et donc 50% de retracement, ouais, c'est retour à 95 points, ce qui semble cohérent si on a une baisse de l'euro-dollar. Tout va dépendre encore une fois en intraday des chiffres de l'inflation. Honnêtement, si on a une accélération de l'inflation supérieure aux attentes en zone euro, le marché va payer l'euro, va vendre du dollar. Donc voilà, le DXY en intraday, c'est ni plus ni moins que l'inverse de l'euro-dollar, hein. Et l'euro-dollar, ça va dépendre des chiffres de l'inflation. Donc voilà, c'est qui tout double. Soit on a des très bons chiffres d'inflation en zone euro et le DXY revient au S1 hebdomadaire qu'il a testé hier, ou soit on a des chiffres plutôt décevants et dans ce cas le DXY est payé, on vient chercher le pivot hebdomadaire à court terme. Que penses-tu du potentiel du CAD contre le yen et le franc suisse? Alors je pense qu'il y a du potentiel du point de vue des différentiels de rendement. Encore une fois, le 10 ans japonais, il devrait rester inférieur à 0,25%. Celui suisse, hein, il fluctue entre allez, moins 0,10 et plus 0,10%. Autant dire 0%, voilà, depuis maintenant plusieurs années. Alors que le 10 ans canadien va continuer à progresser à mesure que la Banque Canada va remonter ses taux. Donc de ce point de vue du différentiel des taux, d'un point de vue fondamental finalement, je serais plutôt en faveur d'une hausse du CAD yen et d'une hausse du CAD CHF. Maintenant, il faut savoir que le yen et le franc suisse sont les deux devises avec le dollar US qui surperforment le forex depuis le début de l'année, puisqu'on est dans un contexte quand même de pas mal d'incertitudes, avec notamment la guerre commerciale. Donc, si on regarde la performance relative des devises face au dollar depuis le début de l'année, on a deux devises qui surperforment, c'est le yen et le franc suisse. On a des performances year to date. Donc, yen qui surperforme le dollar, suivi par le franc. Et à l'inverse, les deux devises qui sous-performent, c'est l'AUD et le NZD. Pourquoi? Bien parce que c'est les deux devises, enfin les deux économies, l'économie australienne et l'économie zélandaise, qui sont les plus exposées à un risque de ralentissement de l'économie chinoise. Donc on voit bien que depuis le début de l'année, c'est quoi qui affecte le forex? C'est la guerre commerciale. On a les trois devises d'aversion pour le risque qui sont payées, yen, USD, franc suisse. Et à l'inverse, les deux devises commodities et qui sont particulièrement influencées par l'économie, la santé de l'économie chinoise, a eu des NZD qui sous-performent. Donc la guerre commerciale, ce n'est pas que voilà, pas que du show, il y a quand même un impact sur le marché des devises. Donc voilà, vendre le dollar, vendre le yen, vendre le franc, même si même si ces taux devraient rester faibles, hein, les taux obligataires de ces pays devraient rester faibles, voilà, on voit quand même qu'on a de l'aversion pour le risque et qu'on a un marché qui se protège sur les devises. Et, euh, et donc voilà, donc c'est pas forcément la meilleure chose de vendre le yen et le franc sur du long terme. D'ailleurs, si on regarde nos indices yen et franc sur du long terme, sur un an, indice écoute pondéré yen, léger canal haussier, hein, ici on fait depuis le début de l'année, vous voyez que le yen index prend 4,91%, le franc, depuis le début de l'année, prend 2,51%, le franc index écoute pondéré. Donc voilà, on a quand même ces deux devises qui sont haussières. Il faut prendre en considération. Donc CAD yen, CAD CHF, je ne m'exposerai pas à l'achat sur du long terme. Puisque techniquement, on a nos indices yen et franc suisse et quid pondéré qui sont également haussiers. Par contre, AUD-CAD et NZD-CAD, là je vous dirais que oui, perspective baissière sur ces deux paires, AUD-CAD et NZD-CAD. Mais CAD yen, bon à court terme, donc on a cette divergence, RSI qui dépasse 50, perspective haussière donc jusqu'à 87,40. CAD CHF, on regarde rapidement. CAD CHF, pas de divergence, mais on a un rebond quand même. Et voilà, résistance à 0,77. Mais si on regarde sur du journalier, vous voyez, depuis le début de l'année, on a débuté l'année ici, 4 CHF, et vous voyez qu'on a plutôt eu une baisse du CAD. Donc voilà, je m'avancerai pas trop sur l'achat 4 CHF CAD yen sur du long terme, en l'absence, bien évidemment, de signaux haussiers de long terme. Si on commence à avoir des signaux haussiers de long terme, dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais pour le moment, je n'en vois pas. Regardez sur du hebdomadaire. Bon, sur du hebdomadaire, on a quelque chose d'intéressant. On a un triangle. Vous voyez, si je devais l'ajuster ce triangle, eh bien, je tracerai comme cela. Donc là, on est dans un triangle, mais on est encore loin d'une des deux bornes. Donc, pour le moment, neutre sur du long terme. On voit bien que les moyennes mobiles convergent ensemble.
Donc on n'a pas vraiment tendance, et même le RSI, regardez, il est dans un triangle. Il est dans un triangle, euh, triangle, et c'est tout. Donc concrètement, la tendance, pour moi, les signaux de long terme sont neutres sur le 4 CHF. Ils sont clairement neutres. Si on a un breakout, vous voyez, de cette zone de résistance, on ira chercher le haut de ce triangle. Mais en l'absence de breakout, je m'abstiendrai de me positionner sur du long terme. Cadienne, hebdomadaire, bon, on a un triangle de très 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 long terme. À plus court terme, donc je vous rappelle, un triangle, c'est 4 points de contact minimum. Hein. C'est 4 points de contact. 2 sur chaque oblique. Et là, on n'a pas 2. On n'a pas 2, regardez, 1, 2, parce qu'on est obligé de faire sommet, creux, ou creux, sommet, creux, sommet. Mais là, on peut pas faire 1, 2, 1, 2, vous voyez, puisque ça fait sommet, sommet, creux, creux. Donc là, si on doit tracer une oblique, vous voyez, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc on n'a pas vraiment de triangle à court terme. Là, on a un triangle. Pourquoi? Parce qu'on a sommet, creux, sommet, creux. D'ailleurs, il faut que je l'ajuste. Voilà. Mais en hebdomadaire, pas de signaux. Vous voyez, pas vraiment. On a juste une oblique de support depuis le début de l'année, mais voilà, on n'a pas vraiment de signaux haussiers majeurs. Et sur le journalier, c'est pareil. Nous n'avons pas de signaux haussiers majeurs. Donc moi, je reste neutre sur le 4 yen 4 CHF à long terme. Triangle sous WTI en une heure, quelle stratégie adopter? Alors très bien, très bonne transition, on passe sur les commodities. WTI, alors on commence sur le journalier avec, comme on peut le constater, un léger rebond. Il n'y a pas vraiment de tendance à très court terme sur le WTI. On voit que ça consolide depuis jeudi de la semaine dernière. Vous voyez, on voit très bien cette consolidation. On voit qu'on a un triangle par contre ascendant sur du horaire. Donc on a en fait des acheteurs de plus en plus présents. Hein. C'est ce que nous indique un triangle. C'est la direction de l'oblique qui indique la pression. C'est-à-dire que si on a une oblique haussière, on a une pression acheteuse plus importante que la pression vendeuse. Et si on a une oblique baissière, on a une pression vendeuse plus importante que la pression acheteuse. Et là, on a une oblique pour le coup qui est haussière. Alors que la résistance, elle est nette. La résistance, c'est le pivot hebdomadaire. Et si je devais la tracer précisément, personnellement, bah, vous voyez, c'est le pivot hebdomadaire au pips près. Hein. Vous voyez, résistance, résistance, résistance. Donc si on a un breakout, signal haussier, la hauteur du triangle comme premier objectif. Ça ne veut pas dire qu'il faudra shorter après cet objectif, mais ce sera le premier. Donc si on a un breakout, je dis bien, on ira chercher le R1 hebdomadaire vers 74 $. Mais seulement si on a le breakout. Sur le Brent, est-ce qu'on a cette confirmation? Eh bien la réponse c'est oui. Regardez, oblique haussière, résistance, donc triangle ascendant là aussi, triangle ascendant, la hauteur, ce qu'on appelle la base, enfin de la base à l'oblique, breakout, si on en a un, bien évidemment, c'est pas forcément, on n'aura pas forcément un breakout, mais si on en a un, on aura un objectif au pivot au R1 hebdomadaire qui est à 84 $. Encore une fois, un triangle ascendant, il y a plus de probabilité de sortie par le haut que par le bas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de sortie par le bas. D'où l'obligation de placer des stops. Par contre, il faut savoir que dans les triangles ascendants ou triangles descendants, on a pas mal de fausses cassures. Ça, c'est à noter. Il y a pas mal de fausses cassures, donc ne vous précipitez pas trop lors des, comment dire, attendez vraiment la clôture des chandeliers horaires ou voilà journaliers. Ça dépend du temps où vous voyez ce triangle. Si vous êtes sur du horaire, attendez la clôture de l'horaire, du chandelier horaire, pardon, pour rentrer à l'achat ou à la vente, pour exploiter le breakout. Mais si on a une petite percée, attendez clairement, enfin ne rentrez pas, n'exploitez pas le breakout, parce que dans les triangles ascendant et descendant, et même les triangles d'une façon générale, hein, symétrique, il y a quand même pas mal de faux signaux. Et
Merci. Et USD étant baissier sur du long terme, ne va-t-il pas soutenir AUD et NZD? Alors si, bien sûr, sur du long terme, l'USD baissier, enfin sur le long terme, ça ne veut rien dire, c'est relatif. Si on regarde depuis un an sur 2 ans, pardon, sur 2 ans, le dollar, il est plutôt baissier. Ce qui va permettre à l'AUD et au NZD de progresser. Mais pour le moment, je vois pas de signaux haussiers sur du long terme. Regardez l'AUD USD. L'AUD USD en journalier, on n'a aucun signal haussier. En hebdomadaire, peut-être que nous en avons, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé le graphique hebdomadaire. Petite divergence. Mais vous voyez qu'on est très loin de 50 et on est encore loin de cette résistance pour confirmer la divergence, qui est à 40,68. Et en mensuel, momentum bearish. Donc vous voyez, pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. On n'a pas les signaux suffisants pour anticiper un rebond majeur de la UD face au dollar USD. Pour ce qui est du NZD USD, en journalier, on n'a pas de divergence. En hebdomadaire, on a une divergence là aussi. Creux, creux, creux. Résistance. On est en train de tester la résistance de momentum. Si on venait à clôturer, je dis bien clôturer au-dessus de cette résistance de momentum, ça serait un signal haussier. Par contre, en mensuel, il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas de divergence, que ce soit sur la NZD-USD ou la UD-USD. Donc voilà, si vous exploitez la divergence hebdomadaire, sachez que dans le fond, on reste dans un momentum qui est clairement baissier pour ces deux devises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, nous n'avons pas de signaux haussiers de long terme sur l'AUD et le NZD. Et enfin, on va faire un tour sur l'or. Ensuite, je répondrai aux dernières questions qui arrivent. L'or, d'ailleurs, vous savez que l'AUD et le NZD sont corrélés à l'or. Et l'or, vous voyez qu'en mensuel, bon, on n'a pas de signaux haussiers. En hebdomadaire, on a eu une divergence de momentum qui a été validée. Maintenant, un nouveau signal haussier serait donné si le RSI hebdomadaire dépasse 50. Vous voyez qu'on a également cette moyenne mobile à 200 semaines qui est flat, ce qui nous indique que la tendance est neutre sur du long terme. Donc voilà, donc résistance de momentum à 1236, résistance pardon, du prix à 1236, c'est la moyenne mobile à 200 semaines, mais c'est également, vous voyez, ce support, et c'est également 38% de retracement de cette tendance. Donc voilà, beaucoup de prises de bénéfices qui seront prises, à mon avis, à ce niveau de prix. Si on a le breakout, ça témoignera d'un momentum haussier important et on pourra anticiper un retour à 61,8. Je pense que sur du moyen long terme, c'est possible puisque moi je suis baissier sur dollar, comme vous le savez, avec notamment DXY qui est dans un triangle descendant, support oblique, et DXY1, pareil. Donc voilà, sur du long terme, je suis baissier, mais il faut attendre honnêtement qu'on ait un breakout, une validation de ce triangle. C'est-à-dire que ce indice dollar clôture sous cette résistance. S'il clôture sous cette résistance, ça renforcera la perspective baissière. D'ailleurs, regardons en hebdomadaire ce que nous avons. Hebdomadaire, on voit qu'on a un prix sous résistance et un RSI qui baisse. On peut presque dire qu'on a une divergence sur l'hebdomadaire. Presque dire. Donc voilà, écoutez, pour ce point de marché, moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vais répondre aux questions. Si on casse 7002 en journalier sur le Nasdaq, le mouvement bullish est annulé. Selon moi, je pense que le mouvement haussier va tenir, mais on va avoir une grosse volatilité. Alors oui, de toute façon, il y aura de la volatilité en intraday, pas la volatilité implicite, mais la volatilité à l'ouverture sur le Nasdaq. Est-ce que mon raisonnement est logique? Oui. Quand on a un sell-off, vous savez, quand on a une vente aussi importante comme on a eu la semaine dernière, qui est comparable au flash crash du début d'année, le rebond se fait de façon aussi importante, presque. Pas aussi rapide, mais plus rapide que la normale. Regardez par exemple lors du flash crash, je reviens en début d'année, rappelez-vous en février, ici on a le flash crash, on a le rebond qui s'est fait de façon importante, beaucoup plus importante que lorsque nous avions la hausse, vous voyez, en 2017 qui était vraiment
avec extrêmement peu de volatilité. 2018, c'est une année où c'est volatile, ce qui n'a pas empêché le Nasdaq de progresser. Et on a eu quand même quelques flash crash. 1, 2, 3. Alors ça ici, c'était pour le scandale de Facebook. C'est pas vraiment c'était un flash crash, mais bon, pas aussi violent que ce qu'on a connu la semaine dernière ou ce qu'on a connu en février. La semaine dernière et en février, le Nasdaq a perdu entre 5 et 10% en l'espace d'à peine une semaine. Voilà. Alors que là, c'était en 2-3 semaines, on avait eu le scandale de Facebook qui avait provoqué une baisse du marché américain. Voilà, mais ceci étant dit, il faut voir que quand on a un flash crash comme février, on a un rebond qui se fait de façon très importante. Donc c'est volatile, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir une baisse. Donc voilà, moi je suis aussi sur les marchés américains. Le seuil d'invalidation, c'est bien évidemment si on repasse en dessous des 7000 points. Ouais, avec les 7000 points, ça a été tenu. Donc c'est l'oblique ici, la moyenne mobile. C'est également les 7000 points, le sommet de janvier. Vous voyez, sur lequel le cours a rebondi. Donc 7000 points, c'est le seuil d'invalidation des stratégies acheteuses. Ma question sur EuroCHF. Alors, EuroCHF, donc je ne l'ai pas vu. Ah, par contre, EuroCHF à long terme serait bull. Oui, pour moi, je suis bull EuroCHF à long terme. Pourquoi? Bien parce que le marché n'anticipe pas de hausse des taux de la BNS avant début 2020, il me semble. En tout cas, les probabilités de Reuters donc ça, c'était des chiffres que j'ai vus il y a quelques semaines. Donc c'est pas ce matin, mais bon, ça reste quand même assez. Ça ne change pas beaucoup. Et ceux de la BCE, c'est aux alentours de l'été 2019, septembre, une hausse des taux de 10 points de base qui est déjà intégrée dans les prix. Donc de ce fait, on va avoir une force relative donnée à l'euro, puisqu'on va avoir un différentiel entre le Bund et le 10 ans suisse qui devrait se creuser en faveur du Bund, bien évidemment. Et voilà. Et de toute façon, la BNS, on le sait, ne veut pas de franc suisse trop fort. Donc de toute façon, elle fera presque tout, j'ai envie de dire, pour garder un franc raisonnablement pas faible, mais comment dire, en tout cas qui ne s'apprécie pas trop. Et pour un moment, le plus important à surveiller, c'est finalement ce franc suisse équipondéré sur une année glissante. Qu'est-ce que fait le franc suisse? Il s'apprécie de 3%. Qui dit hausse du franc suisse dit ralentissement, enfin une pression sur l'inflation. Déjà que l'inflation est faible en Suisse, si en plus on a une hausse du franc, on va avoir une inflation qui va être encore plus sous pression. Donc si ce taux annuel, vous voyez, progresse trop vite, on va avoir une BNS qui va, par différents moyens, surtout sa communication à mon avis, être plutôt dovish. Et le marché se souvient de janvier 2015. Donc voilà. Le franc, pour moi, je suis plutôt bearish, fondamentalement, sur cette devise à long terme. Et l'euro CHF a toutes ses chances, dans les prochains mois, de revenir à 1,20 si on a les incertitudes autour de l'Italie qui ne sont plus présentes. Si Bruxelles et Rome trouvent un accord sur le budget italien, actuellement le franc il est fort parce qu'il est soutenu, il est payé en raison des incertitudes envers l'Italie à cause de ce fameux spread BTP Bund. Si vous regardez le spread BTP Bund, c'est ni plus ni moins que l'inverse de l'euro CHF. Regardez, spread BTP Bund, on superpose avec l'euro CHF. Vous voyez que c'est l'inverse. Et si on met plutôt CHF euro, donc l'inverse de l'euro CHF, vous voyez qu'on a une tendance, enfin, on a quand même deux actifs particulièrement corrélés. Donc, si on n'a plus d'incertitude en Italie, le marché va repayer des actifs italiens, le spread va baisser et donc le franc suisse va baisser. Et donc l'euro va augmenter face au franc. Voilà, donc tout dépend de la situation en Italie. Si on a un accord sur le budget qui est trouvé, c'est possible que dans 6 mois, l'euro franc suisse revient à 1,20. Maintenant, tant qu'on n'a pas d'accord, la situation autour de l'Italie va quand même garder une certaine pression sur l'euro. Ce qui ne va pas forcément dire que l'euro CHF va s'enfoncer sous 1,12, sous les raisons plus bas, mais ça va l'empêcher de revenir à 1,20. Voilà. 7068 sur votre graphique correspond à une inversion de la polarité. Est-ce qu'il y a des volumes dessus? Alors, regardons. Nasdaq, et ensuite je terminerai ce point de marché. Indicateur volume, volume par niveau de prix.
On a des volumes à 6950 et des volumes à 7400 et quelques. Ouais, 7400, beaucoup de volume, hein. Double top notamment. Et donc, volume vers les 7250. Vous voyez un pic ici. On a également un pic ici, 7100. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, je vous dis à demain pour mon prochain point de marché, puisque le webinaire éducatif de ce soir, il me semble que c'est Yoav Nizar qui le présentera. Séminaire en ligne, Voilà, c'est Yoav Nizar qui le présentera, pardon, c'est pas noté, mais c'est Yoav Nizar, ce soir, 18h. Donc, à demain pour mon prochain point de marché. Je vous souhaite une excellente journée et soyez prudents avec les chiffres de l'inflation du Royaume-Uni et la zone euro ce matin.